Donc, bienvenue, je m'appelle Jacques Guigou, je dirige la formation continue de TVS. Ce soir, jusqu'à 20 h, on train de dénicher des talents. Et pour ça, on a autour de la table 4 invités que je vais laisser se présenter au fur et à mesure, en commençant par Anaïs. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. L'idée, comme l'a dit Jacques, était de parler de la thématique dénicher les talents. Et je voulais partager avec vous mon expérience, notamment en tant que responsable formation, recrutement et développement des relations écoles au sein d'ATR. ATR, donc, qui est une filiale du groupe Airbus et qui est leader mondial dans les avions régionaux, donc qui connecte les gens à travers le monde. Et je crois qu'en ce moment, c'est vraiment important, l'histoire de la connexion, qui est présente dans plus de 100 pays et auprès de 200 compagnies aériennes. Donc, l'idée, c'est de parler de cette expérience et aussi de ce que j'ai pu faire avant et qui va nourrir, je pense, l'ensemble des échanges ce soir. Merci. Alors Anaïs a un parcours un peu particulier, pas très linéaire, effectivement, pour arriver jusqu'à ce poste chez ATR. Tu veux nous en dire un mot maintenant ou tu le diras en cours de route? Oui, je peux en dire un mot, c'est-à-dire qu'avant d'intégrer la fonction des ressources humaines, j'ai travaillé pendant 8 ans dans l'événementiel, dans tout ce qui était gestion de projets culturels notamment, en France et à l'étranger. C'est vrai quand on passe du statut d'intermittent du spectacle et de rejoindre ensuite l'aéronautique, ça peut paraître un très, très gros gap. Et en même temps, on est amené à développer des compétences transverses, puisque moi j'étais sur beaucoup de gestion de projet et également, comme je l'ai dit, en France à l'étranger. Donc, on s'ouvre également à d'autres cultures. Et c'est vrai que quand j'ai voulu me réorienter dans les ressources humaines, je me suis un petit peu trouvée face à un mur parce que je n'avais pas nécessairement les bons diplômes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que recruteuse, je m'en souviens, c'est-à-dire qu'on peut avoir des parcours complètement atypiques et des profils différents, mais qui ont néanmoins beaucoup de choses à apporter. Et ça peut vraiment être intéressant en termes de recrutement. C'est déjà une première indication. Deuxième invité, Arnaud Destreil. Bonjour à tous, Arnaud Destreil. Du coup, moi, je suis directeur de On va se former, qui est une plateforme de formation en ligne sur les soft skills, des parcours en ligne, des parcours apprenants. C'est une plateforme dans un esprit streaming formation, donc un peu à la Netflix. Et pour faire très court, notre plateforme, c'est une des branches du groupe business. Donc, le groupe business, c'est 13 ans dans la formation, une vingtaine de millions d'euros de chiffre. Donc, c'est un bel organisme de formation. Et depuis plus de 10 ans, le groupe business a créé une Digital Factory qui s'appelle Jump, qui crée des applications, des solutions en ligne, des plateformes, etc. Du coup, nous, on est un organisme de formation qui est vraiment allé au numérique et pas l'inverse, avec vraiment un fort ancrage sur la pédagogie, l'expérience apprenant, et donc vraiment tourné vers l'apprenant. Donc, plateforme spécialisée, et du coup, c'est intéressant de rencontrer tout type d'entreprise, puisqu'on s'adresse vraiment à tous les métiers, à tous les domaines. Voilà. Et pour notre actionnaire majoritaire, c'est le groupe Actual, qui est un groupe qui fait 1,5 milliard d'euros de chiffre. Juste pour dire que ça a permis d'investir de manière importante dans cette plateforme. Donc, on a une plateforme qui a été faite avec des gros moyens. Voilà. Alors, elle a quelques particularités qui sont aussi déjà un petit éclairage sur ce qu'on va dire sur les personnes dans les entreprises. C'est des séries de science-fiction, c'est basé sur du gaming, donc ce pas des plateformes traditionnelles où on retranscrit des livres en PDF, si j'ai bien compris. C'est ça, en fait, c'est alors pas vraiment, pas science-fiction, mais fiction. C'est Oui. donc effectivement dans l'esprit d'un Netflix, on est sur des parcours apprenants sous forme de série-fiction, avec un héros qui est filmé, qui va embarquer l'apprenant dans un thème, et ensuite, effectivement,
L'apprenant il va s'auto-évaluer évidemment, mais ensuite il va enchaîner des vidéos, des podcasts et des médias interactifs qui vont lui apprendre des données. Et grâce à des jeux et à des quiz, il va s'entraîner et il va voir son héros qui, en même temps que lui, progresse sur les compétences comportementales. Tout à fait. Merci bien. Troisième invité, Laurent Besson. Bonsoir à toutes et à tous. Je travaille avec Jacques depuis un petit moment pour TBS, mais je suis ce soir là en qualité de chasseur de tête. Je co-dirige et j'ai cofondé un cabinet de chasseurs de tête. Et puisque Jacques, tu voulais un chiffre, j'ai fait un rapide petit calcul avant le démarrage de ces webinaires et j'ai fait un calcul qui m'a sidéré, qui m'a un petit peu vieilli depuis le temps que je fais de la chasse. J'ai passé la barre des 5000 entretiens. Donc voilà, ce calcul ne me rajeunit guère. Mais voilà, donc je serai ici ce soir pour vous parler du recrutement en général et de la chasse de tête en particulier et de comment on essaie de dénicher les talents sur le marché. Et on essaiera de faire dire à Laurent les dessous des pratiques des chasseurs de tête, qui sont des fois surprenantes, mais c'est intéressant quand on risque ou quand on aura l'opportunité d'être chassé, de savoir comment ça se passe. Et puis, l'habitué de chacune de nos étapes de webinaire, monsieur le philosophe, je te laisse te présenter, Jean-François. Bonjour, Jean-François Simonin. Alors oui, j'ai la chance d'être invité une fois par mois par Jacques pour venir participer à ces réflexions et c'est avec plaisir que je le fais. Je suis philosophe, comme l'a dit Jacques, et je suis aussi consultant. J'interviens dans le domaine de l'industrie comme consultant et je n'ai pas compté, comme Laurent, je ne sais pas si j'en suis à 5000 entretiens, mais j'ai, je ne sais pas moi, peut-être 200, 300 missions et puis je ne sais pas combien on voit de personnes. J'ai vu plein de monde. Je ne sais pas si ce sont des talents, mais j'ai vu plein de monde et plein de choses différentes et peut-être qu'on pourra échanger à ce sujet au cours de cette soirée. Voilà, Jean-François a plein de monde derrière lui avec probablement des talents dans cette foule qu'il va falloir aller dénicher. Alors, vous avez le sondage, pensez à le remplir s'il vous plaît. Et vous avez la possibilité de nous faire part de vos questions, commentaires au fur et à mesure dans le fil de discussion. Et on les intégrera au fur et à mesure de la discussion ou alors on les reprendra à la fin. On va commencer par essayer de voir si on a tous la même idée de ce qu'est un talent. Ça m'étonnerait qu'on ait tous la même vision sur cette chose-là. Anaïs, c'est quoi un talent ? Alors pour moi, un talent, c'est une personne qui présente un potentiel d'évolution déjà, un potentiel d'évolution en termes de compétences, en termes de changement de carrière, qui est très performante, qui a une performance qui est au-delà des attendus, donc par rapport des objectifs qu'on a pu fixer et qui dépasse ses attentes. Et puis également la personnalité qui est importante des collaborateurs. On n'est pas uniquement sur les compétences techniques. Voilà, si je devais résumer de manière très, très simple, ce qui est pour moi un talent, c'est ça. Potentiel, ça veut dire que c'est pas nécessairement aujourd'hui à l'instant T, mais peut-être dans le futur, quelque chose qui peut se développer. Exactement, et on va être, en tant que au niveau des ressources humaines et également de la ligne managériale, on va avoir une attention toute particulière au potentiel des personnes, et notamment les talents, de pouvoir leur proposer des accompagnements spécifiques par la formation ou d'autres leviers pour les aider à grandir et à croître. On dit souvent qu'un talent, il ne peut pas rester plus de 2 ans sur un même poste, parce que sinon il va rapidement faire le tour et on va l'aider à évoluer vers d'autres fonctions. Là, il y a un certain nombre de personnes autour de la pièce qui se sont dit, ça fait combien de temps que je suis dans mon poste ? Ça fait plus de 2 ans. Oups. Arnaud. Moi, par rapport à mon travail, à mon métier actuel, c'est vrai qu'on rencontre énormément d'entreprises différentes et on voit que les recruteurs, les RH, les responsables formation
tout le monde, pour un poste donné, va évidemment regarder les hard skills, les compétences, mais tenant compte du fait que le monde bouge très vite et que ces connaissances peuvent être considérées comme obsolètes en 24 à 36 mois, il y a un focus important sur les soft skills. Donc, tout ce qui est compétences comportementales, capacité à percevoir, savoir-être, intelligence de situation, intelligence émotionnelle, etc. Et donc, tout ça, c'est important. Et je pense qu'il est important de comprendre que suivant le type d'entreprise et le domaine qu'elle adresse, les soft skills demandés ou attendus ne seront pas les mêmes. Donc, c'est important quel que soit, qu'on soit recruteur ou qu'on soit recruté, d'être très, très conscient de ça et de regarder les compétences comportementales en rapport avec son domaine pour justement valider le fait d'être un talent ou pas, ou d'avoir le potentiel pour être un talent. Et je finirai avec le fait que sur les compétences comportementales, justement, on anticipe un potentiel à venir sur des nouvelles missions ou des orientations données. Je suppose qu'au fur et à mesure de l'avancement dans la carrière, il y a un dosage entre les compétences techniques et les compétences comportementales qui se fait et qui évolue. Oui, tout à fait. Et c'est notamment une des soft skills très, très, très regardées, qui est la capacité à s'adapter au changement, qui va dans le sens justement de ces connaissances qui peuvent devenir obsolètes ou de ces évolutions de marché, évolution de type de consommation, évolution de mode de fonctionnement dans les entreprises. Et les transformations importantes. Aujourd'hui, pas une entreprise ne parle pas de change ou de transformation. Donc, les personnes qui ont cette capacité sont évidemment les talents dans les entreprises. Voilà. Laurent, parmi 5000 personnes en entretien, tu devais faire un classement de ces talents, une définition, ce serait quoi? Ouais, c'est pas évident, hein. D'abord, la définition de talent est quand même pas unanimement partagée. Chaque entreprise a un petit peu sa définition du talent, de ce que peut être un talent. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a quand même derrière, ad minimum, une notion de performance, et de performance élevée, de façon régulière, de façon répétée. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas performant une fois, mais qui est performant quasiment systématiquement et qui est performant au-delà d'une population à qui on peut le comparer. Bien entendu, puisque la performance est talonne par rapport à un comparatif. Et la notion de potentiel, je la trouve très drôle et parfois délicieuse, parce que finalement, on peut rester un potentiel toute sa vie. Ça ne fera pas de nous un talent. Donc, le talent, c'est quand le potentiel se transforme. Donc, être un potentiel, c'est bien, mais être un talent, vraisemblablement, c'est mieux, très clairement. Après, ces aptitudes particulières, encore une fois, elles sont spécifiques. Et très clairement, c'est pas parce qu'une personne a été reconnue comme étant un talent dans sa société, dans son secteur, si je la recrute pour un autre client dans une autre société, dans un autre secteur, elle sera immédiatement reconnue comme talent. Hein. Donc le talent est quand même aussi spécifique et il dépend beaucoup de l'environnement dans lequel il est et dans lequel on lui permet de devenir un talent. Parce que si l'environnement ne lui est pas favorable, si l'entreprise ne met pas à la disposition les moyens qu'il faut pour qu'il exprime ce talent-là, ben, ma foi, ça sera très compliqué. Il sera très compliqué qu'il continue de l'être. Et on a vu cet échange avec Anaïs et je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est que le talent ne doit pas être aussi quelque chose de figé dans le temps. C'est-à-dire que les systèmes de gestion des talents doivent prendre en compte que à tout moment, des gens peuvent y rentrer dans ce système de gestion et à tout moment, on peut en sortir. Voilà, on n'est pas ad vitam aeternam un talent. Et encore une fois, c'est assez spécifique quand même. Alors, vous avez parlé de hard skills, vous avez parlé de soft skills. Dernièrement, assez récemment, dans la littérature, dans les articles, on voit apparaître des mad skills. C'est quoi ce truc-là? Déjà, ça vous fait sourire? Globalement, c'est vrai qu'on voit des articles sur ces profils atypiques de personnes, justement un peu créatifs ou illuminés ou différents. Et donc, c'est magnifique d'avoir l'ouverture d'esprit et tourner vers des types de personnes qui n'ont pas un profil
dans la norme. Moi, j'applaudis des deux mains. Par contre, dans la réalité des faits, les entreprises, moi du moins, j'ai jamais eu un RH ou un recruteur ou un formateur qui recherche ça précisément. Donc, c'est plutôt des effets d'articles et voilà, de jolis mots, mais globalement, c'est assez rare, je pense, de tomber sur des entreprises qui vont à tout prix chercher ça. Laurent, tu confirmes? En plus, le mot est inquiétant parce que Mad Skills, je ne suis pas sûr qu'on ait envie dans son entreprise d'avoir un collaborateur mad. Oui, j'ai la même vision, la même analyse qu'Arnaud, hein. Effectivement, il y a probablement des profils qui sont de cette nature-là très intéressants pour certaines entreprises et dans certains environnements. Mais globalement, d'une part, c'est très loin d'être la norme, hein. Moi, l'immense majorité de mes clients sont encore assez, je veux dire, assez classiques dans leur choix de critères pour définir un talent. Et pour l'instant, en tout cas, dans les faits, on ne le constate pas. Donc, ça reste au niveau de la littérature, au niveau des articles de journaux. Après, est-ce que ça fera un petit peu comme les soft skills qui, eux, sont clairement plus placés aujourd'hui dans ce que l'on peut rechercher? Peut-être, sans doute, d'un certain point de vue, je l'espère. Mais en tout cas de cause, aujourd'hui, on ne le constate pas dans la pratique. Aucun de vous trois n'a parlé de diplôme, d'école de provenance, Pourtant, on entend souvent parler de consanguinité dans les entreprises. Comme on est invité par Tibès, on ne va pas dire que le diplôme, c'est pas important. C'est statistiquement très important. Alors évidemment, il y a d'abord un biais très culturel, hein. En France, on a une culture du diplôme qui est très forte. C'est beaucoup moins le cas dans d'autres pays. Mais si on parle du cas particulier de la France, oui, il y a un certain nombre de diplômes, un certain nombre d'écoles qui vous donnent de facto le titre de talent, bien qu'il n'ait jamais été prouvé et bien qu'il n'ait jamais encore été éprouvé. Bon, il y a une certaine survivance d'un système de diplôme qui est fort encore sur le marché. Moi, j'ai des candidats qui ont parfois 20-25 ans d'expérience, que je vois pour des postes de direction générale, et qui commencent leur présentation en me disant « je suis diplômé de telle école ». Ce qui, bon, pour ce type de poste et après 20 ou 25 ans d'expérience, n'a plus vraiment une grande importance en réalité, quoi. Mais ça reste pour eux un point fondamental, un point fondateur de ce qu'est leur parcours, quoi. Ça, c'est révélateur. C'est pour eux ou c'est aussi pour l'entreprise, Anaïs? Est-ce qu'en interne, le diplôme a une signification, un poids? Alors, c'est vrai que c'est un peu la norme d'avoir un bac plus 5. C'est-à-dire qu'en dessous du bac plus 5, souvent, voilà, malheureusement, le CV n'est pas forcément retenu, et d'avoir le bon bac plus 5. Donc, si je parle de mon expérience, par exemple, avant d'intégrer les RH, j'avais déjà un bac plus 5, mais qui n'était pas dans ce domaine. Et là, j'ai très bien compris rapidement qu'il fallait que je repasse à nouveau un diplôme. Donc, c'est vrai, je rejoins Laurent, c'est très franco-français. J'étais notamment, moi, au Canada à un moment donné, et alors on n'est pas du tout dans la même culture, on est plutôt voilà, dans le confiance et on donne la chance si la personne est très motivée. C'est vrai que c'est un peu clivant, et en fonction des domaines d'activité, on va avoir voilà, des diplômes qu'on va préférer, école de commerce, école d'ingénieur, avec... alors j'ai l'impression qu'on fait un petit peu moins attention à quel type d'école de commerce ou quel type d'école d'ingénieur. On va plutôt être sur une norme. Voilà, il faut que les candidats aient fait une école d'ingénieur ou une école de commerce ou un autre diplôme, peu importe. Et on va peut-être être moins regardant sur l'école en elle-même, alors qu'il y a quelques années, j'ai la sensation qu'il y avait vraiment des écoles qui se démarquaient. Et en gros, si on n'était pas issu de cette école en particulier, c'était plus compliqué. C'est vrai qu'il y a une attention toute particulière qui est... c'est un peu la base, et après, on va regarder l'expérience. Après, il me semble que ça dépend aussi un peu des corps de métier. Dans le commerce pur, où là, vraiment, c'est la performance qui va compter. Mais effectivement, en France, on sent quand même cette structure. Jean-François, est-ce que ça t'inspire, cette première partie sur la définition de ce qu'est un talent? Deux petites choses.
quand on va d'entreprise en entreprise, on a peut-être un peu tous dans le même cas, mais moi je suis frappé par une chose, c'est que chaque entreprise pense être un creuset de différents talents qui viennent de plein d'horizons différents. Mais en fait, ce sont tous souvent des microcosmes où tout le monde se ressemble dans des proportions importantes. On s'en aperçoit quand on va d'entreprise en entreprise. Et voilà, je suis toujours frappé par le fait que les gens pensent qu'ils sont très originaux, enfin je veux dire collectivement, hein, qu'ils représentent des assemblées très originales et en fait, ils se ressemblent énormément. Ils parlent le même langage, ils viennent des mêmes écoles, ils ont les mêmes objectifs rivés au corps. Et autre question, je suis aussi… Alors, est-ce que je vieillis? Je ne sais pas, peut-être. Et j'ai l'impression qu'il y a 20-25 ans, je rencontrais plus de talents dans les entreprises qu'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le mot talent ne saute pas aux yeux. Enfin, je veux dire, c'est pas ce qui me saute aux yeux quand je sors des entreprises dans lesquelles je vais. Je sens même, je crois même sentir qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être talentueux, peut-être, qui sont des potentiels, mais qui restent en retrait. Je sens qu'il y a des gens qui ne se mettent plus en avant, qui ne cherchent plus à être à l'initiative, qui en gardent sous le pied comme si leurs entreprises n'étaient plus un lieu dans lequel ils aient envie d'exprimer tout ce qu'ils ont de mieux. Et donc, quand Laurent tout à l'heure parlait de performance, waouh, c'est fatigant de voir des assemblées de gens performants. Il n'y a que ça de la performance. C'est fatigant la performance. Je trouve qu'à trop parler de performance, ça fatigue, ça écrase. C'est banal d'être performant. Tout le monde est performant. Tout le monde a bac plus 8 et court plus vite et se réveille tôt le matin. Et il y a quelque chose là qui me… Ouais, voilà. Merci. Alors, vous avez une question, la dernière, là, dans le questionnaire, dans le petit sondage, pensez à le remplir. On vous demande si vous êtes un talent dans votre activité professionnelle. Puis on verra tout à l'heure ce que ça donne. Alors, bon, maintenant, on a fait à peu près le tour avec les différents éclairages du mot talent. C'est pas monolithique en tous les cas, ça on le constate. On va regarder comment on fait pour aller les chercher en externe. Alors, on a un chasseur de tête sur un type de poste quand même particulier. Je pense que c'est important de le préciser, Laurent. C'est quoi les coulisses de la chasse? Il y a un brief qui est fait par un client. Ce brief, il est très serré, il est large au contraire. Comment on fait pour chasser? Comment on trouve les gens? Oui, alors, je vais vous décrire ça un petit peu, mais je repense à ce que vient de dire Jean-François, c'est très vrai. Alors, c'est très drôle la perception qu'on peut avoir de son parcours. La phrase quasi systématique qui ont démarré les 5000 entretiens que j'ai fait avec des candidats, la phrase la plus typique pour démarrer, c'est justement le candidat systématiquement me dit pratiquement mon parcours est atypique. Et en fait, comme tout le monde a un parcours atypique, finalement, tout le monde est typique. Et en réalité, c'est vrai qu'il y a quand même une homogénéisation des parcours qui est quand même assez importante. Les gens qui ont des vrais accidents de parcours ou des vrais parcours différents, il n'y en a finalement pas tant que ça. Et c'est très drôle pourtant de constater que chacun a une perception de soi en disant j'ai un parcours atypique. Et en réalité, des parcours vraiment très atypiques, j'en croise très peu. Sur les 5000 que j'ai dû faire, des vrais parcours atypiques, j'en ai croisé 50, 60. Voilà, donc tout le reste, non, les parcours ne sont pas si atypiques que ça, quoi. Ils suivent quand même une logique assez féroce. Alors, la chasse est une activité très simple à décrire. Hein. Nous avons un cahier des charges qui est donné par notre client. Effectivement, Jacques, tu as raison, ce cahier des charges est très variable d'un client à un autre. Il y a des clients qui vont nous faire des cahiers des charges extrêmement précis, avec on va dire des desiderata extrêmement nombreux, extrêmement précis, et d'autres clients qui, au contraire, vont nous laisser relativement carte blanche en nous donnant globalement les attendus qu'ils ont du profil pour lequel ils souhaitent que l'on recrute, et ils vont nous laisser œuvrer, on va dire, avec une ouverture et un degré de liberté très fort. Ce qui nous permet au passage d'essayer, dans ces cas-là, d'éviter du monoclonage et d'essayer justement d'aller chercher des profils différents
de ce qui aurait pu être envisagé pour ce poste-là. Et suite à ça, évidemment, ce n'est pas très compliqué. On va essayer de voir où est-ce qu'on a le plus de chances de trouver ces profils que l'on cherche. Alors certains sont extrêmement bien répartis et très présents sur le marché, donc on n'a pas besoin d'utiliser des grands outils pour aller les chercher. Ils sont présents en ligne sur les réseaux sociaux, ils sont présents dans les bases de données. Voilà, il y en a qui sont extrêmement visibles et qui savent se rendre visibles, hein. On en reparlera tout à l'heure, mais il y en a qui sont très très bons dans l'art de se rendre visible. Et au contraire, il y en a où c'est plus compliqué et c'est là où l'action de chasse intervient et où on va devoir aller chercher en direct dans les entreprises des gens qui sont en poste pour essayer de les convaincre que l'opportunité qu'on leur présente peut être intéressante pour eux. Et donc effectivement, on a à la fois pas mal d'outils ou de tactiques pour réussir à mettre la main sur ces profils-là qui sont, alors je dirais, plus ou moins avouables. Certains sont très avouables. D'autres le sont beaucoup moins parce que parfois il faut arriver à passer un certain nombre de barrières, il faut parfois arriver à désamorcer un certain nombre de méfiances qui peuvent apparaître quand on essaie d'attraper la personne que l'on souhaite attraper. Et voilà, donc bon, je rassure tout le monde, on reste dans les limites de la légalité, bien entendu, mais parfois très limite. Mais c'est ce qui est intéressant, hein, d'être sur ce fil-là, et globalement, notre objectif étant d'essayer de pouvoir à terme de la mission présenter entre 3 et 4 profils à notre client. Et justement, l'intérêt, si on a un cahier des charges qui n'est pas trop serré, c'est de pouvoir, assez classiquement, ce qu'on fait, essayer de présenter sur 4 profils, 2 profils qui sont, je dirais, pile dans la plaque et qui répondent parfaitement au cahier des charges, et justement 2 autres profils qui, pour des raisons diverses et variées, ne sont pas exactement dans ce qu'aurait pu demander le client, mais dont on pense qu'ils ont un certain nombre de qualités, qui peuvent être des compétences ou des qualités personnelles, qui vont largement compenser le fait qu'ils ne rentrent pas pile dans le cahier des charges et qui vont être intéressants à différents points de vue pour le client. Donc c'est aussi de notre responsabilité d'essayer de créer des shortlists qui soient des shortlists intelligentes et qui effectivement ne soient pas systématiquement des copier-coller de profils, je dirais, quasi identiques. Donc c'est tout l'art, c'est le benchmarking qu'on a là. Après, in fine, je pense qu'on en redira un mot ensuite quand on va parler d'un item important de notre métier qui est la discrimination, mais très concrètement, on a encore, au moment où on se parle, on a encore des clients qui sont dans le monoclonage, hein, et ils ont eu quelqu'un de très bien avec tel type de profil. S'il part, ils veulent exactement le même. Voilà. Et c'est très compliqué de leur faire démordre, de leur faire changer d'avis. Et ce qu'on observe, ce qui est le plus douloureux pour moi, c'est que les gens qui sont le plus réticents à envisager des profils différents du cahier des charges initial, ce sont des gens qui eux-mêmes n'ont pas eu des parcours très linéaires, à qui on a donné la chance et qui ne se souviennent plus des fois qu'eux-mêmes n'avaient pas parfois le profil idoine pour entrer dans le poste dans lequel ils sont et dans lequel finalement aujourd'hui ils sont bons et dans lequel aujourd'hui ils performent. Mais certains ont un peu la mémoire courte et ne se souviennent pas qu'eux-mêmes n'étaient pas forcément le profil idéal quand on les a recrutés. C'est assez flagrant. Tu as prononcé le mot discrimination, alors je vais m'engouffrer là-dedans. Est-ce que des fois tu as des demandes de clients qui sont des choses qui ne sont pas dans la légalité, des choses qu'on ne peut pas demander quand on publie une annonce? Non. Bien sûr que non. Bah, si. Bien entendu. Alors, il y a des clients qui vous le disent franchement, les yeux dans les yeux. Donc, ils ont au moins le mérite de l'honnêteté. Et il y en a d'autres qui vous le font comprendre par des périphrases très elliptiques, mais dont vous sentez tout à fait qu'il y a un certain nombre de choses. Voilà. Bon. Évidemment, alors c'est marrant parce que là, pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça a plutôt tendance à s'inverser. Mais on parlait hier en préparation de la discrimination homme-femme. Pendant longtemps, ça a été une réalité. Ça a été tout à fait une réalité. Aujourd'hui, justement, j'ai des clients qui sont plus enclins à favoriser des femmes à niveau égal quand même, hein. Aujourd'hui, il n'y aurait pas une prime systématique, mais à niveau égal de favoriser une femme, de préférer une femme. Mais ouais, la discrimination homme-femme a été une réalité, c'est clair. Il y a des discriminations qui sont encore des réalités. Il y en a qu'on voit moins quand même, hein. Il y en a beaucoup qui sont concernés par la loi, mais il y en a que l'on voit moins. Et de toute façon, il y en a qui sont quasiment de toute façon indétectables, hein. Voilà, c'est
c'est quelque chose d'assez clair, à moins que le candidat le porte à votre connaissance. Par exemple, on n'a pas le droit effectivement de discriminer sur des idées politiques ou des appartenances syndicales, par exemple, mais il y en a qui le portent à votre connaissance. Et il y en a qui n'hésitent pas à vous dire, voilà, moi dans ma boîte, j'étais délégué syndical, ou moi dans ma boîte, voilà. À partir du moment où le candidat le porte à votre connaissance, c'est une information que vous avez, et très bien, mais si la personne ne vous le dit pas, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas écrites sur le front des gens, et donc de toute façon, il y a quand même pas mal de discriminations qui passent sous le seuil radar. Après, il y en a d'autres qui ne passent pas sous le seuil radar, et de fait. Mais là où je suis plutôt, je dirais plutôt confiant, c'est qu'il y en a quand même de moins en moins. Je trouve que les jeunes générations, et notamment les jeunes générations de RH, sont de plus en plus sensibles à ça. Et du coup, ça change vraiment la donne. Aujourd'hui, ce sont des choses à laquelle ils font très très attention, et du coup, ça change clairement la donne, quoi. Ça fait partie de la marque employeur aussi. On ne peut pas s'afficher comme ça. Arnaud, marque employeur, c'est Oui, quelque chose que tu ça fait, vois au travers du prisme information, je pense. c'est ça. Nous, quasiment 100% de nos interlocuteurs veulent certes faire évoluer leurs équipes, amener de la performance, de la cohésion, améliorer la relation commerciale, etc. Mais oui, d'offrir accès à ces équipes sur des formations, et qui plus est sur un format très moderne, très punchy, très actuel, ça leur permet de favoriser cette marque employeur pour garder les talents ou pour en attirer. Et ça rentre dans toutes les discussions qu'on peut avoir avec les clients. Donc, effectivement, ça semble être un élément qui est de plus en plus fort. Et on sait que maintenant, les candidats, quel que soit leur âge, puisque hier, on parlait entre nous en préparation de l'âge et des générations, quel que soit l'âge, il y a une vraie attente sur des entreprises qui vont être dynamiques, qui vont être tournées vers l'humain, qui vont être flexibles, qui vont être finalement dans les codes actuels qu'on peut attendre d'une entreprise. Effectivement, juste faire une parenthèse sur TBS, on le voit avec pas mal d'entreprises qui nous sollicitent, le fait de proposer une formation issue d'une grande marque, hein, entre guillemets, hein, tout en étant lucide, c'est quelque chose qui est une des composantes, pas la principale et pas la seule, mais c'est une des composantes du choix de la formation. De ce côté-là, puisqu'on parle marque employeur et qu'on a la chance d'avoir quelqu'un côté employeur et qui est sensible à ça, Anaïs, la notion de marque employeur, c'est pas que pour l'externe, c'est aussi pour l'interne, je pense. On développe des partenariats avec les écoles. On a donc certaines écoles partenaires, dont TBS, bien sûr. Et on va participer à des événements pour accueillir des jeunes, mais aussi en interne. On a, par exemple, là, un partenariat avec une association qui aide les jeunes qui ont besoin de parrains pour les aider dans leur insertion professionnelle. Voilà, on a lancé une campagne de communication. Et il y a eu beaucoup de salariés chez ATR qui se sont portés volontaires pour être parrains. Et ça, c'est un message très fort pour nous, c'est-à-dire qu'on est vraiment écrasé par la charge opérationnelle. On est concerné par un PSE. On a des réductions d'effectifs et les gens se sont montrés très solidaires pour accompagner ces jeunes et étaient vraiment contents que cette initiative leur soit proposée. Donc, je crois que en effet, la marque employeur a un rôle à jouer à l'externe, mais aussi à l'interne pour créer plus de cohésion. Arnaud t'en parlait dans les équipes, de la solidarité aussi. Et je pense que en ces périodes difficiles, ça fait du bien de revenir à des valeurs et à des choses qui ont aussi du sens pour les collaborateurs. Pardon. Vas-y. Chez ATR, il y a une très grande fierté. Hein. Moi, je navigue dans le groupe depuis un petit moment et j'ai été vraiment frappée par cette fierté par rapport aux produits et cette culture qui est aussi franco-italienne, puisqu'un mélange Airbus-Leonardo. Et donc, un très fort attachement des équipes qui sont vraiment solidaires entre elles. Oui, et puis c'est ce que disait Laurent tout à l'heure. On voit des évolutions positives sur des choses, des valeurs. On l'a abordé au travers de la discrimination, mais c'est vrai qu'on le voit. Comment, dans l'entreprise, la partie arrivée de la personne inboarding,
C'est quelque chose qui est travaillé particulièrement. Il y a aussi une question sur ça dans le sondage pour voir comment ça se passe dans vos entreprises. Anaïs, est-ce que c'est un moment particulier? Laurent, est-ce que tu vois des fois des chasses qui tournent mal une fois que la personne est arrivée dans l'entreprise? Alors moi, en toute honnêteté, on n'est pas très bon. Et je vais aussi voilà, je peux le dire de manière très transparente parce que c'est vraiment un sujet au niveau RH. Donc toute la partie inboarding et offboarding aussi, quand voilà, la personne pour X raison s'en va, qu'est-ce qu'on met en place, on pourra en parler plus tard. Moi, je reste convaincue que c'est bien sûr, il y a la phase recrutement et la phase intégration. Si on n'intègre pas la personne, qu'on ne lui présente pas les outils, qu'on ne prend pas le temps de passer du temps avec elle, ça peut conduire vraiment à un échec. Et pour ça, voilà, on avait un processus avant et pour plein de raisons, de changement d'équipe, par manque de temps, il est très light aujourd'hui. Donc, même si on n'est pas malheureusement dans une phase avec beaucoup de recrutement à l'externe, on a un vrai travail qui est en train d'être fait sur justement nos valeurs, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à une personne qui arrive, pour l'aider aussi à se retrouver un peu dans la masse des processus et des informations. Donc, c'est un vrai sujet et qu'on doit travailler. Laurent, tu as des missions qui sont gâchées par un mauvais inboarding? Oui, malheureusement, et si ça peut rassurer Anaïs, j'ai peu de clients qui soient vraiment très bons sur l'inboarding. C'est une denrée assez rare, hein. Les entreprises sont pas forcément très fortes, très solides, très structurées dans ce domaine-là, ce qui est dommage. Et oui, on a des échecs qui sont dus à des erreurs d'intégration, où les candidats qui sont devenus des jeunes collaborateurs, des nouveaux collaborateurs, ne restent pas parce que la période, on va dire, de prise de contact, les premières semaines, les premiers mois, ne se passent pas forcément très bien et pas nécessairement sur des aspects métiers, des aspects, je dirais, compétences, etc. D'ailleurs, en procès de recrutement, on étire tellement les candidats en long, en large, en travers sur la partie compétences, expérience, que en règle générale, on a très peu d'échecs à ce niveau-là. Les plus gros échecs viennent d'une inadéquation avec avec les valeurs, notamment de l'entreprise, hein. Le plus gros de nos échecs, alors je relativise, on a quand même pas tant que ça, mais c'est vrai que le plus gros de nos échecs vient d'une inadéquation aux valeurs et qui prend racine dès le démarrage, dès l'accueil du nouveau collaborateur. Donc c'est une période risquée que nous, on continue de suivre, malgré le fait que après que le candidat ait signé son contrat de travail, quelque part, il sorte un petit peu de nos mains, mais malgré tout, on continue de le suivre avec nos clients et on n'hésite pas on va dire, à rappeler gentiment, mais à rappeler à nos clients qu'il est important de consacrer du temps à cette phase d'intégration et d'y mettre un petit peu d'énergie, hein. C'est pas si facile que ça peut être une période très critique. Ouais. On a une statistique qui donne à peu près 15% des gens qui ne restent pas dans les 18 premiers mois dans l'entreprise qu'ils ont intégrée. Et 4%, 4% au bout de la première journée. Donc, ah, vraiment, ça peut aller vite. ça peut aller très vite. Jean-François, sur tout ça, avec la partie... Non, j'ai pas de. Je dirais le contrepoint de ce que je disais tout à l'heure, avec le fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de talents qui ne se mettent pas en avant aujourd'hui. Je crois que ce qui pourrait faire la différence pour une entreprise, c'est s'attacher à avoir une différence, s'attacher à être une entreprise à mission et ne pas avoir peur à afficher un objectif. Je crois que ce qui freine tout le monde, c'est le benchmark, c'est la standardisation, c'est la bienveillance molle, et ce qui peut susciter des vocations et aider des talents à prendre un petit peu de risque, à mon avis, c'est l'affichage de missions qui font sens ou qui font pas sens, mais en tout cas de missions, parce que ceux qui font pas sens, pour qui ça fait pas sens, ils viendront pas, mais les autres vaincront peut-être cette maladie que je trouve assez répandue en ce moment là, de se cacher dans les coins. Il y a de plus en plus d'entreprises à mission. C'est un statut que l'on voit émerger de plus en plus fortement.
avec des gens qui se posent des questions justement pour afficher de façon forte ces missions-là. Je pense qu'effectivement, c'est un point intéressant. Peut-être qu'on en parlera plus en détail un de ces soirs. Alors, les talents, est allé les chercher en externe. Pour ce qui est de l'interne, donc là, Anaïs, on est vraiment sur ton cœur de métier, puisque en fait, ta mission, si j'ai bien compris, c'est de tirer profit de ce potentiel interne. Alors, comment ça se passe pour, là aussi, un peu les coulisses, comme on a demandé à Laurent tout à l'heure. Comment ça se passe pour les repérer, pour les développer, pour les évaluer, je sais pas, je suppose qu'il y a des process un peu établis. Oui, il y a des processus RH qui sont chez nous assez classiques, je dirais, par rapport à d'autres entreprises. Bon, déjà, on discute, on a ce qu'on appelle des RH de proximité, donc qui n'est pas mon poste aujourd'hui, mais je travaille bien sûr main dans la main avec mes collègues, donc qui sont très proches du business, qui peuvent voir évoluer les collaborateurs. Ensuite, on a des processus RH, donc de revue d'objectifs, d'évaluation de la performance, où le salarié lui-même s'auto-évalue. Il y a une évaluation managériale qui est croisée avec un regard RH, et c'est là qu'on voit si sur la partie, donc on a forcément des objectifs en lien avec le poste, donc sur des compétences très techniques, et on a également des objectifs en lien, comme le disait Arnaud, avec la partie savoir-être, soft skills, qui est très importante. Et donc, on a des salariés voilà, qui sont en dessous des attendus, aux attendus, au-dessus des attendus, qui ont une performance exceptionnelle. Et en fonction, on va aller activer des parcours ou des programmes un petit peu différents. Donc, moi, c'est vrai que j'ai la casquette aussi formation. Et donc, on a cette partie, donc comment on aide le collaborateur à évoluer en termes de carrière. Je le disais au démarrage, un talent, on considère qu'au bout de 2-3 ans, il faut qu'il ait changé de poste, qu'on puisse lui proposer d'autres perspectives, de nouvelles fonctions. Donc, on va aller l'accompagner en termes notamment de formation, pour voir un petit peu, voilà, on a des programmes spécifiques qu'on appelle des programmes pour les talents, où là, ils vont rencontrer d'autres talents, notamment du groupe Airbus, et c'est aussi la création d'un réseau. On a des systèmes de mentoring, donc des personnes qui ont un leadership, qui ont des fonctions assez importantes au niveau du groupe, qui peuvent également accompagner ces personnes-là. Donc, il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Moi, j'essaye vraiment au niveau de la formation de proposer de plus en plus de formations qui soient customisées, c'est-à-dire qu'on a des programmes sur étagère, on a un catalogue de formation, mais aussi d'aller monter des programmes en particulier pour ATR ou pour des collaborateurs de manière très individualisée quand on sent qu'il y a des besoins particuliers. Et ça permet voilà, également, j'en reviens souvent à ça, mais je crois de donner du sens aussi. On n'est pas sur une formation classique. On va aller, notamment, on a monté là un programme pour les managers. Donc, au début, les salariés me disaient, bon, moi, ça fait déjà 10 ans que je suis manager, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une formation? Et l'idée, c'était vraiment déjà d'apprendre en s'amusant. Donc là, je rejoins Arnaud, c'est-à-dire qu'on n'a pas de PowerPoint, les gens n'avaient pas d'ordinateur, et toute la journée, ils étaient en mouvement à faire des jeux, des exercices dans l'espace, et du coup, ils étaient vraiment, vraiment contents, ça les sortait de leur quotidien, et ça les mettait aussi en réseau avec d'autres, parce que je crois beaucoup, notamment au co-apprentissage, on parle beaucoup de co-développement, on a tous des choses à s'apporter, on a des expériences différentes, on a pu avoir d'autres expériences au sein d'autres entreprises, avoir d'autres métiers, et c'est comment est-ce qu'on apporte aussi ce regard-là à l'ensemble du groupe. Ce sont plus fréquemment les salariés qui viennent solliciter ou c'est vous qui repérez ces montants ou descendants, ces talents? L'accompagnement souhaité, Alors, bon, les personnes viennent rarement nous dire je suis un talent, donc il faut s'occuper de moi. Ou alors, pour moi, c'est pas forcément un talent parce qu'en termes d'humilité, on serait quand même assez loin des attendus. Ça va plutôt être, voilà, la ligne managériale, comme je le disais, le RH de proximité qui connaît les équipes. Après, on peut avoir des discussions avec le salarié en termes d'accompagnement, ce qui est le cas d'ailleurs de tous les collaborateurs de l'entreprise pour savoir soit quels sont leurs soins en formation, ou le manager qui va proposer un accompagnement spécifique parce qu'il identifie qu'il y a un besoin. Donc, c'est vraiment un partage. Après, pour vraiment les talents qu'on va intégrer dans des programmes spécifiques, c'est plutôt l'entreprise et voir le top management vraiment de l'entreprise qui va identifier des collaborateurs
On a notamment, par exemple, avec TBS, un partenariat où on propose des MBA, donc on va payer aux salariés. Et là, on ne sollicite pas les collaborateurs d'entreprise parce que sinon, je pense qu'on aurait plus de demandes que de places. Mais nous, on va identifier des salariés pour lesquels on pense que cette formation, notamment, répond à un vrai besoin et peut leur apporter un plus pour leur carrière. Arnaud, sur le volet accompagnement en formation justement de ces talents, c'est quoi la demande? Anaïs m'a bien tendu la perche pour le coup, mais effectivement, beaucoup d'entreprises veulent orienter les équipes sur l'évolution des soft skills, évidemment. C'est une tendance de fond. Oui, et tout à l'heure, Laurent le disait, quand on identifie des personnes, faut-il qu'après, ils puissent éclore et donc, tout à fait, la grosse demande, c'est de muscler la ligne managériale, de les rendre plus robustes sur les compétences comportementales, déjà eux à titre perso, mais qu'ils aient la capacité à accompagner les personnes, justement à mettre les soft skills au cœur du débat de leurs entretiens de mi-année, de fin d'année, de leurs accompagnements. Parce que c'est un paramètre important. Et évidemment, il y aura des compétences techniques qui vont travailler suivant les entreprises, mais nous, on a des demandes de coaching pour la ligne managériale pour qu'il soit un ton au-dessus, à titre perso, mais voilà, surtout pour accompagner et faire éclore. Anaïs, tu parlais aussi dans ce que tu as dit de mentoring, d'apprentissage dans une communauté. C'est une tendance forte que l'on voit sur les demandes de formation. En gros, on sort des outils traditionnels, mais on essaie aussi de mettre en œuvre cette formation par les pairs, ce lien avec les pairs. Ça se traduit comment chez vous? Alors, ce que je disais, soit on va aller par le système de mentoring, donc on a vraiment quelqu'un qui va accompagner la personne et pouvoir répondre à ses besoins. On peut mettre en place des coachings, donc avec des coachs externes, des prestataires externes qui vont accompagner la personne sur une problématique en particulier, parce que la formation ne répond pas toujours non plus. On a aussi des outils comme par exemple les 360, quand on sent que la personne a une vision d'elle-même qui est un petit peu différente de la perception des autres, on va aller appeler le regard des pairs. Donc, on va demander à la personne de s'auto-évaluer. On va demander aux clients, aux fournisseurs, à ses collègues, à sa hiérarchie, à d'anciens collègues peut-être de travail, de pouvoir aussi remplir ce questionnaire et pour que la personne puisse se rendre compte potentiellement de l'écart qu'il peut y avoir entre sa perception et celle des autres et pour l'aider à grandir. On est vraiment dans une notion d'accompagnement. Ce n'est pas une évaluation pour dire voilà, ça ne va pas, on a tous des choses à travailler et tous des atouts aussi. Et c'est pour en avoir mieux conscience et travailler plus finement sur notamment les axes de développement pour l'aider notamment dans le cadre d'une prise de poste. Peut-être une personne qui aujourd'hui a une ambition d'aller vers un poste, on sent qu'elle n'est peut-être pas forcément mature et on va l'aider dans sa trajectoire de carrière à évoluer. Donc il y a un certain nombre d'outils qui sont disponibles ou que l'on va créer un petit peu sur mesure pour répondre au mieux à ces différents besoins. L'évolution, elle est hiérarchique ou elle est, comme tu disais tout à l'heure, quelqu'un qui reste 2-3 ans sur le même poste, elle peut être aussi horizontale sur d'autres activités avec le même niveau de hiérarchie? Oui, bien sûr. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel on croit beaucoup. C'est-à-dire que parfois, des profils très techniques, on va leur proposer d'être manager parce que c'est l'évolution normale, classique. Et en fait, ces personnes-là prennent le poste parce qu'elles ont envie d'évoluer, mais en fait, elles n'ont pas forcément la fibre managériale, elles n'ont pas forcément envie. Donc, on a commencé à déployer ce qu'on appelle des filières d'expertise. Donc, on va repérer des personnes qui ont des compétences, alors soit vraiment très techniques par rapport à leur métier, des compétences en gestion de projet ou des compétences managériales. Et on va les aider à évoluer. Donc, chaque service a ses filières. Donc, on a commencé avec le bureau d'études et là, on est en train de le déployer à l'échelle de l'entreprise, ces différentes filières. C'est comment c'est aussi valoriser le collaborateur. Il y a plusieurs niveaux. La personne est spécialiste, elle est expert. Et donc, si elle est spécialiste, comment on l'accompagne pour être expert? Si elle est expert, comment on l'accompagne pour être senior expert?
Donc, je crois que c'est très important de pouvoir dire aussi en tant que salarié qu'on n'a pas tous envie d'être manager, mais qu'on peut néanmoins évoluer. Et c'est vrai qu'avec le plan de l'EPSE dont je parlais, bien sûr, on a eu des collaborateurs qui sont partis. Donc, on est en train de réorganiser l'ensemble des services. Il y a des salariés qui vont être amenés à changer de métier. Alors, certains, c'était vraiment un choix. Et d'autres, on va les amener à évoluer vers d'autres fonctions. Et donc, comment est-ce qu'on les accompagne aussi? Ils vont rester peut-être au même niveau en termes de classification, même au niveau managérial, mais par contre, ils vont prendre un autre poste. Et c'est vrai que quand on a, donc en temps normal, on va dire, en dehors de la crise, quand un salarié part d'ATR, on fait un entretien donc, de sortie, donc avec le RH de proximité. Et là, dans la majorité des cas, en fait, les personnes qui partaient disaient qu'elles manquaient de perspectives en termes d'évolution de carrière et qu'elles n'avaient pas suffisamment de visibilité et que du coup, à un moment donné, elles préféraient soit prendre un poste au sein du groupe Airbus ou même dans une autre entreprise. Et nous, ça nous a vraiment alerté sur le fait qu'il fallait qu'on soit beaucoup plus proactif justement en termes de mobilité. Donc, on a mis en place un certain nombre de processus de mobilité interne, de comités, qui ont été un petit peu bousculés par la crise, mais qu'on est en train évidemment de remettre au bout du jour, mais pour donner aussi des perspectives de carrière et accompagner spécifiquement ces salariés, notamment en termes de formation, pour les aider à évoluer. Et c'est des vrais objectifs chez nous en termes de recrutement, de favoriser le recrutement interne, donc de salariés ATR qu'on va accompagner à changer de métier. Vous pourrais dire un mot à ce sujet, Jacques? Oui, vas-y, bien sûr. À Anaïs, histoire de discuter comme ça, parce que je vois pas mal de groupes, de grands groupes, disons 100 000 salariés, qui ont vraiment des outils performants en termes de gestion de la mobilité. Ils ont des systèmes de famille professionnelle de niveau de responsabilité qui sont tellement bien homogènes maintenant que ça favorise beaucoup la mobilité interne. Mais du coup, la mobilité interne, c'est de la quasi-immobilité à l'échelle d'une gestion de carrière. Et donc, c'est à se demander si obliger à des ruptures, obliger à des cassures, obliger à des grands sauts ne serait pas salvateur pour tout le monde. Si vous voulez, cette mobilité-là, cette gestion fine des ressources humaines avec énormément d'outils et de sensibilité et de précision, c'est aussi un drôle de fauteuil pour les salariés et pour leur préparer une vie dans laquelle ils n'auront finalement pas tellement l'occasion de se confronter à l'inconnu. Et je demande à Anaïs ce qu'elle en pense à l'échelle d'une gestion de carrière complète. Quand on se retrouve avec des populations de 55 ans qui sont restées dans la même entreprise depuis tout le temps, parce qu'à force d'être bien mobiles, on les a rendus quasi immobiles. Là, on a mis une petite cloison, ils ont changé de chef, mais ils n'ont pas changé grand-chose d'autre. Eh bien, ils deviennent raides à la fin. Ils deviennent raides à la fin, et c'est dur. Et je ne sais pas s'ils sont contents d'eux à la fin. Alors, déjà, je suis assez à l'aise pour répondre parce que pour le coup, ATR, on est très artisanaux. C'est-à-dire qu'on fait partie du groupe Airbus, mais c'est ce qui fait le charme de l'entité, c'est que tout est à construire. Donc, en termes de processus, on est très loin de la robustesse des processus d'Airbus. Donc, on n'a pas du tout tous ces outils. Donc, du coup, ce n'est pas enfermant. Et c'est vrai que je vous rejoins sur le fait qu'il y a des salariés chez nous qui ont depuis 30 ans le même poste. Et comme je le disais, il y a un attachement très fort et même une mobilité au sein d'ATR et alors en plus au sein du groupe, ce serait vraiment quelque chose qui serait compliqué et il y a bien sûr une résistance au changement. Après, là, l'idée, c'est plutôt, quand je parle de mobilité, donc avec le PSE, encore une fois, ça vient un petit peu bousculer, mais c'est plutôt de proposer des perspectives d'évolution à des salariés qui souhaitent bouger et à qui on n'a pas proposé pendant des années et qui, du coup, se sentent un peu contraints, obligés de partir dans une autre entreprise. Donc, on n'est pas trop, dans notre cas, dans l'exemple que vous citez, où tout est très processisé, parce qu'on est plutôt, encore une fois, sur quelque chose d'un petit peu artisanal, où ça va être des discussions avec le salarié, les managers, les HRBP, pour voir comment on peut accompagner au mieux. Mais c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont résistantes au changement, et là, sauf un peu cas exceptionnel avec le PSE, on n'est pas là non plus pour contraindre les personnes, parce que ce ne serait pas positif. Enfin, je veux dire, si la personne n'a pas envie de changer et qu'on l'oblige en termes de motivation, de performance et puis de bien-être, on n'y serait pas. Donc, on est plutôt dans, voilà, il y a des personnes qui ont le souhait d'évoluer, comment est-ce qu'on peut mieux les accompagner? Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Autour de ce thème-là, de la mobilité, Laurent, il y a une question dans le fil de discussion, et peut-être que tu vas pouvoir nous dire si toi tu le vois au travers des missions que tu as actuellement. On n'avait pas parlé de Covid, vous avez vu, depuis le début, là, ça fait bizarre quand même, parce que ça fait quand même 55 minutes de notre vie où on n'a pas entendu parler de Covid. Ça ne pouvait pas durer. Il y a une question sur Quel talent, Jacques, quel quand talent. quand on est dans le monde de l'aéro et qu'on veut changer pour aller vers d'autres secteurs, est-ce que c'est aujourd'hui, ça rejoint un peu ce qui se disait sur la mobilité, est-ce que c'est quelque chose qui est une opportunité, ou est-ce qu'on est dans un secteur et tellement marqué par un secteur qu'on a du mal à en sortir? Je peux aussi dire un mot à ce sujet? Oui, bien sûr. Parce que justement, Laurent, vas-y, voyons. le cas concret qui se pose bien sûr à tout le monde dans l'aéronautique et donc il se pose, je vois Alice qui sourit parce qu'évidemment, elle est en plein dedans, j'imagine. Il y a, alors, c'est pas TBS, hein, mais c'est pas l'ISAE non plus, c'est une autre école aéronautique, IPSA ou je sais plus. Il y a le patron qui vient de faire une interview dans un magazine, je sais plus lequel, et qui dit la chose suivante. Là, je réponds à la personne qui pose la question de la mobilité pour aller ailleurs. Il dit quelque chose, je trouve, d'assez profond, parce que, à mon avis, je bosse pas mal dans les sociétés aéronautiques. Il y aura un monde avant Covid, il y en a un autre après Covid, et il ne faut pas trop rêver que ça va redémarrer rapidement comme avant, hein. Donc la question, elle se pose vraiment. Et j'étais interpellé par ce directeur de l'IPSA là, qui disait la chose suivante, qui disait, je crois que maintenant, il faut qu'on prenne la décision que pour les nouvelles générations d'ingénieurs aéronautiques, il ne s'agira plus pour nous de former des pointus, des plus pointus, des plus pointus dans l'avionique, dans l'aéronautique, dans les aérostructures, dans le spatial. Il s'agira de favoriser la connexion entre l'aéronautique et les autres domaines environnants. L'avenir, disait-il, de l'aéronautique va être de se mettre en connexion avec d'autres secteurs d'activité et non plus de rester dans sa spécialisation pointue. Je réponds qu'indirectement à les questions de, je ne sais plus comment il s'appelle, hein, la personne qui posait cette question, mais David. voilà, David, ça m'a interpellé et quelque chose me dit, là c'est le philosophe qui parle, il y a quelque chose de profond là, je trouve, dans cette façon de voir, j'ai l'impression. Oui, Laurent, donc, est-ce que toi, pour compléter sur cet axe-là, qui je pense effectivement est important, est-ce qu'on peut sortir de son secteur? Alors, c'est une très bonne question. Et de toute façon, David ne pose que des très bonnes questions. Depuis le temps que je le connais. Alors, la crise Covid est venue accentuer cette question. Mais en réalité, le fait de changer de secteur a toujours été une vraie question en termes de recrutement, en termes de mobilité, changer de secteur et ou changer de métier. Alors, on a tendance à dire que ce qui est quasiment impossible, c'est de faire un double salto, c'est-à-dire de changer à la fois de secteur et à la fois de métier. Et donc, soit on change de secteur, soit on change de métier. Donc, si on veut changer de secteur, il vaut mieux rester dans son métier, et ça permet d'effacer la dimension sectorielle. Et à l'inverse, si on veut changer de métier, il vaut mieux rester dans son secteur. Voilà, donc ça a toujours existé, ça continue d'exister. Et effectivement, je dirais, plus on amène quand même un recruteur en général et une entreprise en particulier, on va dire, d'arguments pour la rassurer, parce que le recrutement reste une prise de risque pour l'entreprise, et mieux ça se passe. Donc, changer tous les curseurs et changer tous les boutons d'un coup, c'est quasiment impossible. Mais par contre, oui, changer de domaine, changer de secteur, oui, c'est tout à fait faisable. Euh, Après, c'est pour aller vers où? Effectivement, c'est cohérent et relativement simple de partir de l'aéronautique pour aller dans l'automobile ou le naval, voilà. Mais si vous voulez switcher de l'aéronautique à l'assurance, bon, ça sera peut-être plus compliqué. Donc après, c'est aussi la distance qu'il peut y avoir entre les différents secteurs. Il y a des secteurs qui sont très éloignés, d'autres qui sont relativement proches. Euh, je me souviens, il y a très peu de temps, à une époque pas si lointaine, où l'aéronautique se portait extrêmement bien, euh, où en supply chain, on avait des gros problèmes de recrutement, parce que la supply chain aéronautique absorbait beaucoup, beaucoup de monde. Et finalement, on allait faire notre marché dans la supply chain automobile, et ça s'est super bien passé. Et on a intégré plein de gens venant de l'automobile dans l'aéronautique. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà, donc les changements de sectoriels sont parfois une évidence, ils sont parfois plus compliqués. Mais en tout cas de cause, entre guillemets, on va calculer
la distance que vous avez entre notre secteur, le secteur d'où vous venez, et le job que vous avez et le job sur lequel vous postulez pour nous rejoindre. Ouais. Merci Laurent, c'est toi qui auras eu le mot de la fin sur la réponse à cette question de David. J'ai clôturé le sondage et on va en guise de conclusion le débriefer. Alors, on n'a pas tout dit, hein, on avait prévu un certain nombre d'autres choses, comme à chaque fois, quand c'est intéressant, on ne va pas jusqu'au bout. Mais ce n'est pas très grave, on a traité en tous les cas les points essentiels. La première question, c'était sur cette fameuse évolution horizontale. Vous voyez que ça peut s'étudier, c'est 50%, et probablement oui ou oui sans réserve, c'est à peu près équilibré aussi sur 50%. Donc c'est moitié-moitié. Moi, que ce n'est pas fréquent enfin, c'est pas immédiat comme acceptation en tous les cas. Vous sentez que votre entreprise est attentive à la détection interne des talents? Oui, 32, non, 41, et il y en a 27 qui ne se prononcent pas. Les comportements dits soft skills pour l'appréciation qui est portée sur vous dans l'entreprise ont une part trop importante, ne sont pas assez pris en compte. Là aussi, c'est intéressant de voir que pour la majorité, ce n'est pas assez pris en compte. La question sur la féminisation des emplois, on l'a abordée. Alors, on s'est dit, tiens, on va poser cette question sur la discrimination positive qui existe dans certains pays. Hein. Est-ce que c'est à imposer 41%? Est-ce que c'est une mauvaise idée 59%? Une question sur l'accueil des nouveaux dans l'entreprise. Eh bien, vous voyez que c'est bien organisé pour 14, c'est organisé mais amélioré, ou c'est à l'initiative de chacun, ou c'est inexistant. Et vous voyez que c'est quand même la majorité. Donc, ça peut te déculpabiliser, Anaïs. Je pense que c'est un peu partout pareil. J'avoue qu'à TBS, moi, là, j'ai eu un recrutement dernièrement. Bon, c'est pas très bien organisé. Je bats ma coupe. Et alors, a fortiori, dans le contexte actuel, c'est encore plus compliqué. Et puis, cette dernière question que j'aime bien. Vous êtes un talent dans votre activité professionnelle. Oui, et vous êtes reconnu comme tel. Donc, il y en a 6, 27%. Oui, mais pas assez reconnu, 50%. Oui, mais pas reconnu, 18%. Et il y a une personne qui ne se prononce pas. Donc, j'espère que la soirée l'aura éclairé sur le fait qu'elle est ou elle n'est pas un talent, au vu des différentes définitions qui ont été données. Un grand merci à vous quatre, Anaïs, Laurent, Arnaud et Jean-François. Un grand merci à vous d'avoir participé avec nous. On se retrouve au mois d'avril et sur le mois d'avril, le thème qui sera traité, c'est l'international. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.